Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le placer? Et dans quoi le placer? Tiens, on en parle aujourd'hui avec vous. On va commencer avec Toulouse. On va aller voir ce qui se passe du côté de Toulouse. Est-ce que l'immobilier vire au rouge? On y répond dans un instant. Votre invité? Ça sera Thomas Ebrard, qui est président du YouWine, négociant en vin et gestionnaire d'actifs immobiliers. On va parler justement d'investissement dans le vin. C'est pas forcément une classe connue par tous. Effectivement, ce sera en tout cas dans le rouge, mais pour une autre raison. Et puis le coin de l'expert. On va continuer avec Sabine Tellier, notre experte en gestion de patrimoine. Justement, on va développer certains aspects sur cet investissement vinicole. Allez, tout de suite, c'est parti avec modération. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Osez investir, le conseil de la semaine. Et avant de parler du rouge, direction la Ville Rose, Thomas, puisque vous nous emmenez à Toulouse pour faire un point sur la situation de l'immobilier. Est-ce que la Ville Rose vit la même chose que dans les autres métropoles? Pas encore Jean-Marie, même si l'on observe quand même une baisse de 17% du volume des ventes, tout produit immobilier confondu, sur l'ensemble du département, selon la Chambre interdépartementale des notaires de Haute-Garonne. Alors les ventes d'appartements anciens reculent de 10%, les maisons anciennes de 17% et de 23% dans le neuf quand même. Oui, c'est considérable. Alors on vient de vous entendre nous dire que les ventes baissaient dans toutes les cases d'actifs. Qu'est-ce qu'il en est du prix? Paradoxalement, les prix ont continué de progresser, plus 3,1% en Haute-Garonne, mais ça se tasse un peu quand même par rapport aux périodes passées. Et à Toulouse, on progresse de 2,1%. Alors on constate également un prix médian du mètre carré dans l'ancien à 3 841 € pour être précis, soit une progression de 26% sur 5 ans. Oui. Et dans le neuf, et malgré une chute des ventes, les prix augmentent de 9,3%. Oui, c'est quand même contre-intuitif. On peut s'attendre à quoi dans les prochains mois? Alors toujours difficile de prévoir avec précision ces situations. Cependant, on peut parler quand même de tendance à la baisse pour la simple et bonne raison que les acquéreurs reportent leur projet d'acquisition actuellement. Donc les vendeurs qui résistent pourront-ils tenir très longtemps? Il est assez probable que nous allons entrer dans le dur courant 2024. Bien évidemment, les primo-accédants sont les principaux pénalisés dans la mesure où la hausse des taux d'intérêt les expose principalement. Et ça, c'est un point commun entre Toulouse et toutes les villes de France. Thomas, on accueille votre invité avec plaisir. On accueille Thomas Ebrard sur Sud Radio, président de YouWine, fondé en 2010, agréé en 2015 par l'autorité des marchés financiers. Thomas Ebrard, vous êtes négociant en vin, gestionnaire d'actifs vinicoles. YouWine, c'est aujourd'hui 251 châteaux et domaines, 987 vins, 725 000 bouteilles en stock. Vous êtes l'invité de Thomas Binet, bienvenue. Bonjour à tous les deux, merci de m'accueillir. Thomas Ebrard, investir dans le vin, on n'y pense pas forcément. Et pour autant, cela devient un investissement réfléchi. Contrairement à nos aînés, peu de personnes constituent des caves. Et vous êtes parti de ce constat pour créer votre société et proposer d'accompagner les passionnés dans la constitution et le financement de tout ou partie de leur cave. Alors justement, est-ce que c'est tendance d'investir dans le vin? Est-ce que c'est tendance d'investir dans le vin? La réponse est... Et oui, parce que les nouvelles générations notamment, elles veulent donner du sens dans ce qu'elles apportent. Elles veulent apporter du long terme et avoir d'autres retours sur investissement que le pur retour sur investissement financier. Et le vin permet d'offrir ces possibilités-là. Alors justement, en quelques mots, c'est quoi le concept d'investir dans le vin? Comment on s'y prend rapidement? Alors le concept, quand on passe par un mandataire de cave, c'est de faire confiance à quelqu'un qui va nous accompagner dans la sélection de vins, l'achat pour son compte, le stockage, la revente ou la livraison des vins. Et là, c'est là où les à côté peuvent aussi intervenir. C'est qu'on peut faire ça aussi pour soi ou pour ses enfants ou pour ses petits-enfants. On peut y trouver aussi du plaisir, un contexte éducatif, donc y vivre des expériences et des émotions. Donc expériences qui peuvent être à la fois physiques via des wine tours ou des soirées dégustation, ou digitales comme le fait chez YouWine, qui permettent notamment avec des bouteilles connectées d'avoir une interface complètement digitalisée de gestion de stock. On va venir justement à ces aspects techno, mais vous avez utilisé le terme de mandataire de cave. Pas sûr que tout le monde comprenne forcément ce qu'est un mandataire de cave. Vous pouvez nous expliquer la terminologie? Alors, un mandataire de cave, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est un terme qui est utilisé auprès de l'autorité des marchés financiers. C'est le statut que l'on a. Alors, la définition même, c'est intermédiaire mais divers. Donc, le principe, c'est dire on fait confiance à quelqu'un pour agir pour notre compte et en l'occurrence, acheter et stocker les vins pour son compte. D'accord. Alors, quel est le profil type de l'investisseur? Moi, ça m'intéresse de savoir qui peut être l'acquéreur. Alors, chez nous, en tout cas, il y a deux types de profils. Ils sont soit investisseurs-consommateurs, soit consommateurs-investisseurs. Et on voit qu'on lit bien les deux profils qu'on pourrait séparer dans d'autres secteurs. Pourquoi c'est important? C'est par rapport à la corrélation au niveau des risques. En fait, aujourd'hui, le risque de liquidité des vins, quand on a un modèle qui est bien structuré, c'est le seul risque qu'il y a derrière.
Et donc pour éviter l'insatisfaction de la liquidité derrière, c'est aller chercher la liquidité de la bouteille elle-même et donc le plaisir qu'il y a autour de cette bouteille-là et de la consommer. Le principe, c'est de boire ses moins-values en fait. Belle expression. Quelle somme faut-il avoir pour se lancer? Parce que c'est un produit de diversification, comme on l'appelle dans notre jargon d'investisseur. C'est pas un investissement central. Généralement, on fait d'autres investissements avant de se lancer dans la constitution d'une cave. Donc, si je veux demain m'y prendre, à acheter quelque chose, je dois avoir à peu près quelle somme pour débuter sérieusement? Alors déjà cette notion de considérer cette classe d'actifs comme une alternative, une diversification, c'est très 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 important. Faut savoir, en général sur les investissements d'actifs, on a tendance à vouloir aller chercher la liquidité au pire moment, donc il faut surtout pas avoir besoin de liquidité derrière. Aujourd'hui, vous avez parlé d'immobilier, c'est clairement pas le moment de revendre ses biens, c'est peut-être des opportunités au contraire de renforcer ces investissements là-dedans. Dans le vin, on est exactement dans la même conjoncture. Et donc il faut y consacrer entre 3 et 5% maximum de son patrimoine global. Alors, vous êtes fils et petit-fils de viticulteurs issus d'une famille œuvrant dans le vin depuis 1832. Je ne me trompe pas sur la date, je crois. La date est d'accord. exacte. Comment voyez-vous l'évolution de ce secteur dans les prochaines décennies? Et pourquoi je vous pose la question? Parce que moi, je fais référence au Beaujolais Nouveau, qu'on nous a vendu il y a très longtemps. Comme un produit qui a relancé, etc. On voit que ça s'essouffle quand même. C'est un vrai produit marketing. Alors, est-ce que le vin, c'est ça l'avenir, en fait? C'est faire des produits marketing vers lesquels les gens vont investir et après, la suite, on ne maîtrise plus. Alors là, c'est un long débat dont on pourrait parler pendant plusieurs heures. Je suis très optimiste sur notre avenir, mais il y a des conditions pour arriver à cela, c'est qu'il faut que le vin se réinvente. En fait, je considère qu'aujourd'hui, on a un système qui arrive à bout de souffle. Et quand les crises sont systémiques, il suffit juste de regarder où les rouages ne vont pas bien, les changer, remettre un peu d'huile et ça repart derrière. Et pour moi, le marché d'avenir, ce sont les nouvelles générations. Donc c'est elles à qui il faut s'adresser. Mes confrères négociants aujourd'hui ne commercialisent pas les vins qui consomment à table. Vous êtes le premier maillon de toute une chaîne de distribution. À partir de là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on cible les consommateurs et qu'on trouve les clés pour rendre le vin accessible, et c'est clairement ce que l'on fait chez YouWine, il n'y a pas de raison que le vin reparte pas. Alors je vous avais parlé justement des nouvelles générations. Vous avez parlé un peu de tech tout à l'heure. On va y venir. Vous avez créé une application smartphone pour gérer son stock. Vous avez un site de e-commerce. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'y prendre différemment, entre guillemets, comme on s'y prenait avant? Il faut passer par toutes ces nouvelles technologies, malgré tout, pour vendre du vin? C'est vrai dans les années 90, 2000, on a acheté n'importe quelle bouteille de vin dès qu'à partir du moment où elle était classée, notamment à Bordeaux. Les retours sur investissement étaient quasi immédiats. Les conditions de stockage évidemment avaient un impact sur la valeur de revente, mais bon, les TRI étaient tellement importants que c'était peu significatif. Aujourd'hui, les performances sont moindres, donc il faut amener de l'intelligence derrière ça. Et l'intelligence, elle est aller chercher les canaux de distribution des consommateurs en France et à l'export. Et on va forcément maximiser la marge par rapport à une revente B2B. Il est très important aussi d'avoir un stockage en suspension de taxes. Et ça, typiquement, un particulier ne peut pas avoir ces systèmes-là. Et puis d'autres leviers qui permettent d'assurer une liquidité sur les actifs et d'essayer de maximiser le prix de revente. Alors, ultime question pour vous, et qui s'adresse aussi à nos auditeurs qui nous écoutent ce dimanche matin, qui ne sont pas forcément des investisseurs dans votre domaine. Est-ce que c'est un secteur à risque? Parce qu'il faut toujours le préciser quand même quand on fait de l'investissement. Oui, ça, j'ai l'AMF, c'est normal. Oui, évidemment, il y a des risques derrière, comme toute classe d'actifs. Déjà, il faut faire attention à ceux qui ne sont pas enregistrés par l'AMF. C'est une obligation aujourd'hui, donc ce n'est pas une condition suffisante pour avoir un niveau de protection derrière ça. Il faut questionner aussi sur les modèles économiques. Il y a des frais qui sont importants. Stocker une bouteille de vin coûte cher, la gérer coûte cher, donc il faut prendre en compte et avoir une notion nette de son investissement. On est de l'ordre de 2 à 2,5% par an, donc il faut prendre en compte aussi ces éléments-là. Et quand on a tout ça, il faut aussi s'assurer la liquidité. La revente des vins, et ça aussi dans les marchés difficiles, le vin est illiquide, donc il faut faire attention aussi à ça, et donc être capable de voir à long terme. Merci à vous Thomas Hébrard. Tiens, un mot, la plus belle bouteille qui vous a été donnée de déguster quand même.
une colle. Vous les avez toutes vendues? Non, mais là, cette question-là, c'est un effet familial unique. C'est un cheval blanc 47. Donc ça, c'est grande année en plus. Mais on va aller quand même sur le vendredi dernier, les bouteilles que j'ai pu me ouvrir, notamment avec des clients chinois. On est sur un Château Margaux 83, et on avait aussi des amoureuses du comte Vaugué 2006 qui était extraordinaire. C'eût été dommage de les vendre quand même. Je rappelle que vous êtes le président de YouWine. Merci à vous. Tout de suite, on accueille votre experte. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et votre experte Thomas se nomme Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine, gérante associée au sein du cabinet Berger Associés. Vous allez parler de quoi ce matin? Eh bien, on va donner un prolongement justement à cette interview avec Thomas Ebrard, et nous allons parler donc de diversification et de potentiel de rendement dans le vin. On va l'aborder différemment. Une option qui devient donc de plus en plus populaire. Y a-t-il, Sabine, différentes possibilités pour investir dans le vin justement? Bien sûr, Thomas. Déjà, la première, c'est d'acheter des bouteilles de vin, de les laisser vieillir, et puis en espérant qu'elles prennent de la valeur. Ensuite, il y a des fonds d'investissement qui sont gérés par des experts en vin et qui gèrent les bouteilles justement de vin pour vous. Et il y a également des plateformes qui permettent d'investir dans des grands crus. Et la dernière manière qui pourrait y avoir, c'est d'investir directement dans des vignobles, acheter des parts de groupements forestiers vinicoles. Voilà. Alors, justement, pourquoi cette diversification est importante dans ce type d'investissement? C'est la diversification, mais aussi la durée. On parlait de durée tout à l'heure, justement. En général, on conseille de rester entre au minimum 8-10 ans. Et la diversification, c'est pour réduire le risque, toujours. Notamment en possédant différentes bouteilles de différentes régions, de différents types d'investissements dans le vin. Comme ça, on minimise justement la fluctuation et les risques de perte dans ce type d'investissement. Alors, on va parler rendement, justement. Est-il intéressant d'investir dans le vin, selon vous? C'est intéressant sur du long terme, évidemment, mais il faut s'y prendre, il faut être informé. Le rendement annuel moyen dans le vin, ça peut être entre 5 et 15% brut sur 10 ans, encore sur du long terme, bien sûr. Et pour ça, il faut garder à l'esprit quand même que c'est un investissement à risque, qu'il faut vraiment, en fait, demander en fait à des spécialistes, parce qu'il y a de la spéculation, il y a de la demande, et donc il faut vraiment s'informer. Alors un ultime conseil, Sabine, pour les investisseurs, justement. Justement, avant de plonger, c'est de demander en fait conseil à des spécialistes, à des conseillers en investissement, et ça nécessite aussi beaucoup de patience, de connaissances. Il est préférable d'entrer dans cette aventure justement en étant bien informé, formé, et en ayant les meilleurs conseils sur le vin. Et ce qu'il faut, vous voyez, Jean-Marie, ce qu'il faut qu'on retienne de tous ces types d'investissements, c'est deux choses, ce que vous dites et ce qu'on dit aux longueurs d'émission, c'est la durée et le risque. Exactement. Et le troisième, ça reste quand même la modération. Merci à vous, Thomas Binet. On reparlera d'ailleurs aujourd'hui de l'actualité du vin de 13h à 13h30 avec Alain Marty pour l'émission In Vino. Mais avant ça, on va vous annoncer quand même les autres rendez-vous de la journée.